Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le premier anniversaire de Monaco Tech a été organisé mardi soir. Didier Drogba a été nommé vice-président de Peace and Sport. De leur côté, les membres du Pen Club ont célébré le 50e anniversaire du club en présence du souverain. Un Noël pour les enfants malades. Et nous entendrons notre invité de la semaine. Il s'agit de la directrice du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous parlerons tout particulièrement de la haute mer. Il y a un an, le gouvernement princier lançait officiellement son programme de start-up à travers Monaco Tech. Depuis, de nombreux entrepreneurs venus d'horizons très divers ont rejoint l'incubateur. Patricia Navarro. Les anniversaires sont toujours autant d'occasions de dresser des bilans. Et pour le programme pour Start-up Monaco Tech, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tout est allé très vite depuis un an, date de lancement officiel de la structure installée à Fontvieille. 24 start-up ont pu bénéficier de l'accompagnement offert par l'incubateur monégasque. C'est le succès de toute une équipe, celle que dirige Fabrice Marquet et qui est véritablement au service des start-up qui ont été sélectionnées et qui maintenant, pour certaines, depuis en effet un an, sont incubées ou accélérées ici à Monaco Tech. C'est aussi le succès d'une vision, celle qu'avait le gouvernement au moment où il s'est posé la question de revitaliser le tissu économique monégasque et de chercher à l'inscrire encore plus dans les tendances lourdes, si j'ose dire, du XXIe siècle, vers la transition numérique, l'innovation, les développements en matière scientifique et technologique. Toutes les start-up qui ont intégré Monaco Tech ont dû passer devant un jury de sélection. Elles sont ensuite régulièrement évaluées. À ce jour, 16 start-up font toujours partie du programme qui leur offre une aide non négligeable à l'heure où elles souhaitent concrétiser leur projet entrepreneurial. Monaco Tech a réellement ce rôle de grand frère. L'idée et la vision qu'on a, l'approche que l'on veut avoir, c'est de se dire qu'il ne suffit pas de mettre des espaces où on paye des loyers pas chers et même de jeter du financement à des sociétés pour que ça marche et que ça crée de la valeur. Les sociétés, ce qu'elles ont besoin, ces startups, elles ont besoin de structures, de mentorat, de réseaux, de ressources en développement de leur affaire. Et c'est tout ce que le programme que l'on a mis en place a pour ambition de leur apporter. Porte ouverte sur l'écosystème monégasque, coaching, partage d'expériences avec les autres startups qui évoluent dans le même open space, l'accompagnement proposé par Monaco Tech est très précieux. C'est ça le coaching, la cohésion qu'on a ici qui est vraiment très très importante. Après, à titre plus personnel, je pense que c'est le fait de ne pas être seul. Quand on est un chef d'entreprise, souvent on est très seul pour prendre des décisions. Et là, de pouvoir travailler avec les autres et s'appuyer sur les autres, ça a été un apport non négligeable. Et ce que je retiens du coaching, c'est vraiment la partie mettre l'humain et toute l'équipe au centre du projet. C'est vrai que quand notre projet est porté par une ou deux personnes, c'est facile, la motivation, l'envie, etc. Mais quand vous devez motiver 15 ou 16 personnes pour aller dans la même direction, c'est un autre challenge. Et ça, Monaco Tech nous a beaucoup aidé sur cette croissance collective, je dirais. Monaco Tech nous aide dans la structuration du projet, dans la capacité à penser à chaque détail, dans la capacité de comprendre nos problématiques clients, structurelles, environnementales dans notre écosystème. Et c'est un apport absolument non quantifiable mais absolument précieux. En 2019, Monaco Tech poursuivra sa campagne de recrutement. Un nouvel appel à candidature sera lancé au début de l'année afin de rechercher de nouvelles startups à fort potentiel. De Fontvieille au Port Hercule, car nous prenons à présent la direction du Yacht Club de Monaco, où Peace and Sport organisait une conférence de presse afin de dévoiler l'identité du vice-président de l'organisation, Didier Drogba. Je vous propose justement de l'écouter, tout comme Joël Bouzou, le président de Peace and Sport. Tous deux sont interrogés par Frédéric Elion. Didier Drogba est un footballeur charismatique, c'est un champion connu mondialement, c'est un homme de paix. Il vient d'arrêter sa carrière. C'est une opportunité pour nous, c'est une opportunité pour lui. Il était déjà dans l'organisation en tant que champion de la paix. Et bien aujourd'hui, il va devenir vice-président de Peace and Sport. Donc il va pouvoir m'accompagner sur des missions, mais il va pouvoir aussi faire des missions tout seul, en portant la neutralité de l'organisation, en portant l'universalité du sport, avec son carnet d'adresses, avec sa notoriété.
Ce message serait intéressant pour l'Afrique, peut-être pour la Côte d'Ivoire, mais pour le monde entier, de manière à convaincre encore plus de gouvernants que le sport est une solution, que le sport est un investissement pour la stabilité de la société, pour le rapprochement des communautés. Je suis vraiment très honoré d'avoir la confiance du président Joël et surtout du prince aussi. Il faut savoir que pour moi c'est un honneur, mais c'est aussi une continuité parce que depuis plusieurs années je m'implique d'une manière directe ou souvent parfois même indirecte dans la paix. Et c'est vrai que tout le monde se souvient de ce qu'on a appelé l'appel de Khartoum en Côte d'Ivoire, où par le sport, lors de cette qualification pour la Coupe du Monde, j'ai lancé un appel de paix, un message de paix à nos dirigeants ivoiriens. Et ce message a été passé lors de tous les JT 13h et 20h pendant 6 mois et ça a atténué les tensions et on a pu entrer dans un processus de paix et de discussion. Et donc être vice-président de Peace and Sport, c'est pour moi un honneur et puis comme je dis, c'est comme si je rejoins la famille. Didier Drogba est un de nos champions de la paix, il s'est investi sur un certain nombre de programmes, il était avec nous en Colombie, il est habité par la même vision depuis toujours, puisque ça a été un acteur de paix clé dans le processus de paix en Côte d'Ivoire il y a déjà un certain temps. En même temps, notre organisation a 10 ans, elle s'est structurée à partir d'une vision, elle utilise le sport universel, le sport neutre comme outil de dialogue pour rapprocher des communautés qui sont divisées à travers le monde. Elle le fait avec la neutralité du sport, elle le fait avec son ancrage neutre et indépendant de Monaco, avec un chef d'État qui est 5 fois olympien, donc on a une crédibilité, je dirais, totale sur la capacité du sport, mais en même temps la neutralité de l'ancrage. Et aujourd'hui, on est à un moment clé. On a l'opportunité, après le succès du 6 avril par exemple, où on a eu 850 programmes qui tournaient dans le monde, avec 90 millions de cartons blancs à travers le monde, on a l'opportunité de passer à l'étape suivante et de faire encore plus. Dans le reste de l'actualité, vous le savez, les informations se développent aussi sous forme de brèves. En football, dernier match de Ligue des Champions pour l'AS Monaco mardi soir. Les joueurs de Thierry Henry terminent cette décevante campagne européenne par une nouvelle défaite. 2-0 à domicile face à Dartmouth. Monaco finit dernier de son groupe avec 1 point et va pouvoir se concentrer sur le championnat et l'objectif maintien. À Marassi, le basketteur star de l'ASM Basket a rendu visite aux enfants opérés du cœur au centre cardio-thoracique ce mardi. Des enfants souffrant de cardiopathie congénitale et qui viennent tout juste de subir de lourdes opérations. Entre câlins et éclats de rire, le basketteur a procuré un immense bonheur aux petits et en prime, à Marassi a joué au Père Noël avant l'heure, distribuant cadeaux et bisous. Place à présent au 50e anniversaire du Pen Club qui était organisé au Théâtre des Variétés à travers une conférence. Elle était donnée par le journaliste Alberto Toscano. Nous l'avons rencontré car nous étions sur place. Voyez notre reportage. Il a vu le jour il y a bientôt un siècle, en 1921. Le Pen Club International pour poètes, essayistes et novellistes en anglais est une association qui, dès sa naissance, a pour objectif de défendre la liberté d'expression. En principauté, le Pen Club National est créé il y a tout juste 50 ans. Son premier président est alors Armand Lunel, professeur de philosophie au lycée Albert Ier. 50 ans, ça n'est pas anodin et en plus, ces 50 ans remontent à des racines assez étonnantes puisque c'est 1968. Donc un événement qui est important pour nous mais qui a été très important de manière très, très large. Ce soir, évidemment, la présence du souverain est pour nous un honneur tout à fait exceptionnel. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous allons lui remettre un trophée.
Une nouvelle page pour le Pen Club s'est ainsi écrite avec cette remise de prix. L'histoire du club est chargée, ses présidents successifs et ses membres poursuivent d'ailleurs les différentes missions et les projets ne manquent pas. Date importante dans le calendrier 2018 du club, cette conférence d'Alberto Toscano, grand défenseur de la liberté d'expression. L'homme Gino Bartali a été découvert récemment dans tous les aspects de son caractère. On connaissait le champion, mais l'homme est aussi la personne qui a choisi pendant la Seconde Guerre mondiale de mettre sa vie en jeu, sa vie en danger pour sauver d'autres vies humaines. Et cet aspect de son histoire qui a été caché par lui-même, parce qu'il ne voulait pas bénéficier d'une gloire à ce sujet, parce qu'il considérait n'avoir fait que son devoir. Je disais, cet aspect de sa vie a été récemment relancé, retrouvé, redécouvert. Et si l'année 2018 n'est pas encore terminée, 2019 est déjà en préparation. Le Pen Club remettra plusieurs prix, dont celui d'Armand Lunel. Avis aux intéressés. Les textes devront être envoyés avant la fin du mois de janvier. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion d'aider les autres. L'association Le Rocher du Cœur le sait bien. L'association vient d'ailleurs d'organiser un très bel événement pour permettre à des petites princesses de passer une très belle soirée. Dominique Poulain. La fête de Noël est traditionnellement une fête de famille. C'est également une fête solidaire où les associations se mobilisent pour rendre heureux les enfants, surtout quand ces derniers sont malades et qu'ils doivent vivre depuis des années avec la maladie. Pour la 5e année consécutive, le Rocher du Cœur organise la soirée Princesse. Cette association, créée en 2013 par 2 carabiniers du Prince, a pour vocation de sortir les enfants des hôpitaux pour leur faire oublier leurs souffrances et leur apporter des moments d'évasion et de rêve. Moi, j'ai pas le volet. Je la connais, moi. Parce que dans un bal, en fait, il danse avec le prince, mais après, il perd sa chaussure devant les escaliers. Il essaye avec les méchants cieux, mais après, ils sont cassés. Et t'es contente d'avoir la robe de Cendrillon, alors? Oui, et je vais dire un petit secret. Vas-y. Je vais manger au restaurant. Tu vas manger au restaurant? Oui. C'est la robe de qui, ça? De Elsa. Elsa, c'est qui? Moi, je connais pas. Hein. C'est la reine de neige. Il fait beaucoup de pouvoirs de glace. Raconte-moi pourquoi tu as mis une jolie robe ce soir. Parce que j'ai été invitée dans un hôtel. Et du coup, ils m'ont donné des robes. Je fais une soirée princesse. D'accord, raconte-moi un peu. Qu'est-ce qui va se passer au cours de cette soirée? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais voir le prince. Cette soirée permet à ces petites princesses de s'évader du quotidien de l'hôpital Larcher de Nice et d'adoucir aussi la vie des parents touchés par la maladie. On comprend aussi les parents qui, de temps en temps, comme je leur dis, en prenant leur petite et en leur offrant une soirée comme celle-ci, ça permet aussi aux parents un petit peu de s'évader, d'avoir un petit peu la tête ailleurs, tout en sachant que malheureusement, il faudra recommencer le lendemain. Mais voilà, c'est un petit moment de bonheur pour tous. Et puis voilà, c'est le plus important, quoi. De couper, de chasser un peu cette pensée de la maladie en permanence, de laisser un petit peu les parents avoir du hagalam, aller ailleurs, faire autre chose, pendant que leur petite est avec nous. Ça, c'est important aussi. Une fois habillées, le conte de fées continue pour ces petites princesses. Elles sont conduites en limousine à l'hôtel Hermitage, où les attend un dîner de gala. De quoi mettre des étoiles plein les yeux à ces petites. Elles s'appellent Jade, Césara, Émilie, Louise, Shannon et Emma. Elles ont seulement entre 4 et 7 ans. La soirée débute avec le spectacle de Julien le magicien. Une véritable respiration pour les princesses. L'émerveillement est garanti et cela permet aux enfants, pour un moment, de ne penser à rien. Avant les 12 coups de minuit, le dîner est servi. Un repas de fête élaboré par le chef de l'hôtel, Benoît Witz. Au menu, saumon fumé, ravioli, médaillon de bœuf avec pommes frites et haricots verts, moelleux au chocolat, mignardise et tasse de moka. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Je vous en parlais dans votre sommaire et vous l'avez très certainement remarqué tout au long de cette édition avec ce dossier que je tiens dans les mains. Le Novotel accueillait un grand rendez-vous autour de la haute mer pendant 48 heures et nous allons justement en parler avec notre invitée de la semaine, la directrice du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Alors tout d'abord, merci de nous accorder ces quelques minutes, j'imagine, dans un agenda bien chargé aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Et nous allons bien évidemment rentrer dans le cœur du sujet, la haute mer. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer sur quoi repose ce rendez-vous ici pendant ces 48 heures ? C'est une réunion d'experts sur les sites potentiels de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO dans les zones de haute mer. Pour l'instant, on n'a pas de sites dans les zones haute mer, on a des sites sur les territoires des États membres. On a 193 États membres de la Convention du patrimoine mondial et une liste de 1092 sites dans le monde entier. Et on n'a pas de sites dans les zones de haute mer, malgré le fait qu'il y a des phénomènes fantastiques dans les zones de haute mer, des phénomènes de la diversité biologique, mais aussi des écosystèmes ou des sites géologiques. Et donc, on a réuni des experts du monde entier qui connaissent bien la situation de la Convention du patrimoine mondial, des juristes, mais aussi des biologues, des spécialistes de différentes universités pour discuter de ce phénomène. L'objectif, c'est d'aller finalement au-delà de ces zones aux juridictions nationales? Absolument, ça c'est une grande question, bien sûr, mais je crois le but de la Convention du patrimoine mondial, c'est une coopération internationale pour préserver les sites d'une valeur universelle exceptionnelle. Ça veut dire que c'est toute la communauté internationale qui doit travailler ensemble. Et je crois ça c'est quelque chose qui est fantastique, c'est vraiment la philosophie de la Convention. Identifier les sites exceptionnels, protéger, c'est conserver et protéger les sites exceptionnels, mais aussi la transmission aux générations futures. Et avec toutes les discussions aujourd'hui pour protéger les zones spécifiques dans les différentes régions du monde, je crois que c'est un sujet absolument fascinant. Alors même si ce rendez-vous n'est pas encore terminé, est-ce que lorsque l'on prend une carte du monde, vous avez déjà peut-être en tête justement quelques sites ? Absolument, on a déjà fait une étude préliminaire pour identifier quelques sites. Ici, pendant ce séminaire, on a discuté deux cas spécifiques. Le dôme, on appelle ça le Costa Rica Dome. C'est un phénomène géothermique autour des différents pays en Mésoamérique et aussi la Sargasso Sea, le phénomène qui est toujours, il y a des mystères dans le monde aujourd'hui, c'est vraiment fantastique. Là, c'est un phénomène qui est très, très élargi autour de Bermuda et qui est un mystère même pour les écrivains du monde entier. Est-ce que vous avez le sentiment au fil des années, puisque vous travaillez bien évidemment pour l'UNESCO, que les mentalités changent et évoluent et l'humanité a de plus en plus conscience qu'il faut justement protéger tous ces sites ? Ça, c'est une question très intéressante parce qu'en 1972, quand la Convention du patrimoine mondial était établie, c'était le contexte de la première réunion du monde entier, la conférence de Stockholm pour l'environnement et l'humanité, si vous voulez. Et il y avait une première conscience qu'il faut protéger des sites exceptionnels ensemble. Ça veut dire ça dépasse les moyens des États, il faut travailler ensemble en coopération internationale. Maintenant, aujourd'hui, le monde a vraiment changé. Les populations de plus en plus conscientes avec les plastiques dans les mers, etc. Et donc, je crois qu'il y a une nouvelle conscience aujourd'hui qu'il faut protéger même au-delà des protections normales. Et donc, ça rentre vraiment dans cette discussion aussi. Oui, il faut fédérer et créer finalement de plus en plus de synergies peut-être ? Absolument, des synergies aussi entre les conventions. Je suis secrétaire d'une convention internationale qui est liée à la diversité biologique, mais on a au total 8 conventions liées à la diversité biologique. Et donc, on travaille maintenant en coopération avec les espèces migratoires, avec les zones Ramsar, sur les zones humides et la Convention du patrimoine mondial. Et je crois que ça, c'est une très, très bonne chose.
Ici, en principauté, et bien au-delà d'ailleurs aussi des frontières de Monaco, le prince Albert II est très engagé justement à travers notamment sa fondation, et les actions en faveur de la biodiversité marine sont multiples. Quel regard portez-vous justement sur tout ce travail depuis plus de 10 ans ? Pour nous, c'est vraiment fantastique. Je connais le prince depuis des années. On a travaillé déjà avec la Fondation dans un premier tout petit projet sur les sites du patrimoine mondial en Arctique. Juste après la création de la Fondation en 2007, on a travaillé avec le programme marin pour identifier et mieux protéger des sites marins. Et maintenant, ce séminaire est aussi cofinancé avec la Fondation du prince Albert. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment fantastique, un petit pays qui aide vraiment les autres pays à bien identifier un patrimoine qui nous soutient tous, un patrimoine dans les zones marines et dans les hautes mers. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui regarde, c'est vraiment un regard pour le futur, pour les générations futures, pour la transmission de ce patrimoine exceptionnel. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes sur Monaco Info et bonne continuation ici pour ce workshop. Merci. Merci beaucoup. Voilà donc pour cet entretien. Passons à présent à vos prévisions météo. Un ciel mitigé pour ces prochains jours, tendant plus sur le gris que le bleu. Jeudi, un climat frais et des nuages en pagaille, le ciel pouvant même se faire menaçant en cours d'après-midi. Le lendemain, petite accalmie, la journée de vendredi laissera entrevoir le soleil avec quelques éclaircies, mais retour du mauvais temps ce week-end. Un ciel lourd et chargé. Lundi, la tendance sera à l'orage, de la pluie et des éclairs. Retour des éclaircies à compter de mardi. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de notre programme sur Monaco Info. À très bientôt.